très content de recevoir donc, pour ce nouveau format depuis cette année, donc, à la fois Gilles Bouetch, donc, qui est directeur de recherche au CNRS, anthropologue, émérite, mais enfin, quand on l'est une fois, on l'est toute la vie, je crois. Voilà, qui est anthropologue et qui travaille donc, en particulier sur ce qui va nous occuper beaucoup ce soir, donc évidemment sur l'écologie, le changement climatique, et notamment au laboratoire d'un projet assez fascinant, donc celui de la muraille verte en Afrique, qui va fournir le cœur aussi de votre intervention ce soir, même si on a quelques questions qu'on va vous poser aussi pour rentrer aussi dans ce format et pour élargir à la fois votre propos. Et puis, Serge Serech, donc, qui est à l'AFD, donc, qui est responsable de la division climat et nature, voilà, c'est moi, et biodiversité aussi, non, je crois. Voilà. Ça fait partie voilà, du mandat et qui nous intéresse particulièrement ce soir parce que c'est aussi un regard qui est différent de celui qu'on va poser en tant qu'universitaire ou chercheur du CNRS ou d'autres institutions, mais là, voilà, appliqué aussi donc à l'Agence française du développement. Et vous revenez aussi donc d'une longue série d'émissions. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure qu'en fait, elle était beaucoup plus ancienne que ce que je croyais. Mais donc en particulier donc en Turquie, Jordanie, Irak, je crois aussi. Et Liban, voilà. Donc, voilà, des pays qui seront, j'imagine, particulièrement évoqués pour les questions de changement climatique. Alors, la première question que je voulais vous poser de façon introductive, hein, vous n'êtes pas obligé de parler trop longtemps, mais ce qui nous perturbe ce soir, c'est jusqu'à quel point, en fait, le changement climatique affecte les pays à la fois d'Afrique, du Moyen-Orient et plus généralement des pays d'islam. Alors, peut-être que je commence par vous et après, du coup, on commencera par Gilles Bouetch, si vous voulez bien. Voilà. Merci et bonsoir. Merci d'être venu. Bon, d'abord, à titre préliminaire, je voudrais juste rappeler qu'on va parler aujourd'hui beaucoup de zones arides et désertiques, mais que dans le monde musulman, c'est 40 à 50% de la population à peu près. Hein, les estimations ne sont pas précises. Et le monde musulman, c'est aussi des zones humides. Le premier pays musulman, l'Indonésie, est une zone à la végétation luxuriante. Donc, c'est très important et c'est lié, je pense, à l'histoire de l'islam aussi. Ces terres qui ont été conquises en premier, ça fait partie de son identité, mais ça ne résume pas l'écologie et l'islam. Alors, le changement climatique affecte-t-il spécifiquement les pays d'Afrique et du Moyen-Orient ? Le changement climatique, il est universel, ses effets sont variés. On les connaît, hein, hausse des températures, baisse tendancielle des précipitations, pas partout, augmentation des événements extrêmes. Dans les zones arides, ça se traduit en fait par... il se surimpose à un changement anthropique ancien qui a largement déstabilisé des écosystèmes fragiles. Croissance démographique, déforestation, nouvelles pratiques agricoles, irrigation, barrages, ont déstabilisé des équilibres anciens d'écosystèmes qui étaient exploités depuis des siècles, mais toujours dans un équilibre précaire. Hein, les famines, on a des traces historiques des famines au 19e et au 20e récurrentes. Et en plus, ce sont des zones rurales qui sont maintenant largement monétarisées, ouvertes sur le reste du monde, plus diversifiées. Et les pratiques agricoles anciennes qui étaient durables sont aussi compromises parce que c'était souvent des pratiques intensives en travail, dépendant d'une organisation familiale du travail où la famille était mobilisée volens nolens. Et qui étaient peu rémunératrices, ramenées au temps passé, en fait. Donc on a aujourd'hui des écosystèmes ouverts, des sociétés rurales ouvertes, avec des ressources qui ont été largement entamées, une rémunération du travail qui est faible, donc on a des sociétés qui sont largement déstabilisées. On y reviendra. Le changement climatique, en fait, se rajoute à cette déstabilisation structurelle, avec des événements extrêmes qui entraînent des chocs parfois très brutaux, et qui vont accélérer en fait la déstructuration des sociétés, qui vont accélérer les migrations, la décapitalisation des éleveurs et l'ensemble des phénomènes qui rajoutent à la fragilité. Donc le changement climatique n'est pas responsable, en tout cas de la crise au Sahel notamment ou au Moyen-Orient. C'est des crises structurelles qui s'élaborent et qui s'échafaudent de longue date,
mais il accélère et il crée des phases d'accélération du changement, et souvent pour le pire. Voilà, donc Gilles Bouetch, est-ce que vous pouvez répondre à cette question en particulier du point de vue du Sahel, que vous connaissez particulièrement, et la question de la désertification? Oui, donc, tout ce qui a été dit est parfaitement juste, mais moi j'ai une approche plus de terrain. Voilà. Donc ce que je peux, c'est vous rappeler un petit peu le contexte sahélien. Alors le contexte sahélien, c'est une période sans pluie qui dure à peu près 10 mois, 9 mois, 10 mois. Une période pluviale qui s'appelle la mousson, qui dure à peu près 3 mois. Et toute la vie est un peu organisée autour de ceci. Alors ça, c'est une photo absolument magnifique, qui est pendant l'hivernage, c'est-à-dire pendant la période des pluies, eh bien, vous avez ce genre de paysage, mais qui malheureusement ne dure pas très longtemps. Comment on fait pour la diapo? On fait un petit signe? On passe. Encore. Voilà. Voilà, stop. Bon, la désertification au Sahel, c'est effectivement un processus qui ne date pas d'aujourd'hui, mais moi je vais vous donner l'exemple de l'endroit que je connais, c'est-à-dire le Sahel sénégalais, que je connais pas mal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un siècle, il y avait une forêt dans le Ferlo, et qui aujourd'hui, la superficie de la forêt ne représente que 20% de la superficie de la forêt d'il y a un siècle. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a beaucoup utilisé le bois pour le chauffage, pour les outils, pour tout ce qu'on veut. Et en plus, l'administration coloniale française a implanté des forages. Celui de Bouilloudou où je travaille est à 246 mètres, donc c'est un forage extrêmement profond. Du coup, il y a de l'eau en permanence et ça permet aux éleveurs de se sédentariser, ce qui était très important pour l'administration. Le problème, c'est que l'eau, c'est bien, il faut que le bétail ait de l'eau, mais au bout d'un moment, il n'y a même plus d'herbe, donc il faut partir. Et partir, ça veut dire monter au nord sur le fleuve Sénégal ou descendre au sud j'ai un trou de mémoire, peu importe. Ça, c'est la zone sahélienne, je vous parle que de l'Afrique sahélienne. Et c'est sur cette zone-là qu'on a tracé le tracé de la Grande Muraille Verte, qui est un projet à venir, mais qui est un projet dont je vais vous parler extrêmement complexe. Diapo suivante. Voilà. Donc ce qui s'est passé, la désertification au Sahel, c'est pas l'avancée des dunes, hein. C'est un changement de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on passe d'une savane boisée avec des arbres à une savane boisée avec des arbustes, et puis une savane boisée où il y a souvent même plus beaucoup d'arbustes. Ça, c'est le schéma classique. Suivant. Alors, à gauche, vous avez, pour bien comprendre, vous avez la même photo. À gauche, c'est pris au mois d'août. Et en bas, c'est la même photo, c'est pris au mois de juin. Fin de la saison sèche, début de la saison des pluies. Variabilité climatique, on va en reparler. Mais, comme vous avez dit à juste titre, il y a aussi quelque chose de relativement terrible pour nous qui travaillons un peu sur la forêt, c'est la pression anthropique, avec des troupeaux qui sont des troupeaux absolument immenses. C'est un peu comme au Far West, puisque c'est de l'élevage extensif. Suivant. Alors, la grande rupture du système macro-pastoral, il faut bien le comprendre, elle a eu lieu après la période des grandes sécheresses des années 73, où 80% du cheptel de bovins a été décimé au Sahel. C'est-à-dire que les éleveurs ont à peu près tout perdu. Avant, ils faisaient de l'élevage de gros bovins, quasiment exclusivement, et ils faisaient de l'agriculture d'hivernage qui s'appelle l'agriculture pluviale. C'est-à-dire quand il pleuvait, on connaissait bien les périodes, et on faisait du niébé. Le niébé, c'est un gros haricot blanc, plein de protéines végétales. On faisait de la pastèque blanche, et on faisait de l'aubergine amère. Suivant. Pluviométrie en baisse. Suivant. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez les périodes et vous avez les ruptures. Vous voyez donc les années 71 à 93, vous avez une chute de la pluviométrie terrible. Donc les pâturages en sont sortis. Et aujourd'hui, bon, je suis désolé, je me suis arrêté en 2016. C'est quand même assez erratique, ça bouge beaucoup et c'est difficile de gérer avec tout ça. Alors, suivant.
Donc, ce qu'ont fait les éleveurs, c'est qu'ils ont abandonné l'histoire de l'agriculture d'hivernage, l'agriculture pluviale, et comme ils avaient besoin d'avoir des liquidités pour pouvoir se nourrir, et puis pour un peu, il n'est pas question de vendre une vache comme ça. Une vache, c'est un capital économique et surtout symbolique. Donc, on a développé l'élevage des petits ruminants, à savoir des moutons et des chèvres. Et quand les bergers peuls vont au marché, ils ont besoin d'acheter des produits, ils vendent une chèvre. Ça leur fait des liquidités. Et la chèvre ne compte pas pour grand-chose. Mais du coup, le problème des chèvres, c'est que ça mange tout, surtout les jeunes pousses d'arbres. Donc, quand la Grande Muraille Verte s'est mise en place avec l'agence sénégalaise, il a été décidé de faire des défenses, c'est-à-dire des enclos, dans lesquels on avait planté des arbres et on fait du défend pour empêcher que les petits ruminants viennent manger les jeunes pousses. Autrement, il n'y a plus rien. Il y a des zones qui ne sont pas en défense, c'est une catastrophe. Il faut impérativement que ce soit en défense. Suivant. Donc, en plus, eh bien, il y a eu un nomadisme beaucoup plus fréquent, parce qu'avant qu'il y ait des forages, les éleveurs peuls venaient pendant la saison des pluies, qui durait à peu près 2 mois. Ils avaient de l'herbe, ils avaient de l'eau, etc. Et quand les marigots étaient asséchés, ben, ils repartaient. Et du coup, l'environnement était quand même relativement préservé, et en particulier, les ligneux étaient relativement nombreux. Suivant. Je vous donnerai la parole après. Alors voilà, le forage de Ouidou, qui est un forage, donc je vous dis, qui est à 246 mètres et qui assure en continuité de l'eau. C'est pris dans le Maastrichtien, et c'est une nappe phréatique fermée. C'est-à-dire qu'elle ne se renouvelle pas. Donc dans un moment, surtout qu'ils font de plus en plus de pluie, dans un moment, il n'y aura plus d'eau. En plus, moi je travaille pas mal sur les problèmes de santé. Le problème de cette eau, elle est à 260 mg de sodium, donc c'est très salé. Les gens dans la cuisine rajoutent des bouillons cubes et ils ressalent. Donc, on a dans cette zone-là une hypertension plus élevée que dans les villes, qu'à Dakar en particulier, à cause de l'alimentation. On y reviendra. Le tirage de l'eau se fait par siphonnage et le bétail vient boire tous les 2 jours. Suivant. Bon, la saison sèche, c'est ce paysage. Ça dure 9 à 10 mois. Suivant. Avec des soudures difficiles et évidemment une perte de bétail relativement importante. Suivante. La mousson dure 2 à 3 mois. Suivant. Il y a les marigots. Alors le problème des marigots, c'est que c'est compliqué. Au niveau de la santé, c'est pas l'idéal, parce qu'il y a le bétail qui y va, les humains, etc. Vous voyez, les enfants qui se baignent. Et ça, c'est les paysages d'hivernage. Et si la Grande Muraille marchait, il faudrait qu'on arrive à avoir un paysage un petit peu de ce style-là durant une bonne partie de l'année. Suivant. Stop, je vous passe la parole. Alors en fait, je vais vous la redonner, Gilles. Oui, tout de suite, pour rester dans la continuité de votre première partie d'exposé. Quelles sont les réponses qu'ont apportées les États africains d'un point de vue national ou international à cet enjeu de la désertification? Peut-être avant d'en arriver à la réponse scientifique qui est la vôtre, voilà, qu'est-ce qui a été fait déjà? Je vais vous répondre. Alors, ce qu'il faut, bon, d'abord, c'est pas la première fois qu'il y a des projets de reforestation au Sahel ou en Afrique en général ou dans d'autres parties du monde. Il y a eu l'Égypte, il y a eu l'Algérie, enfin bref, il y a des tas d'exemples. La Chine. Ce qui s'est passé en 2004, c'est que les chefs d'État, en particulier Assa Banjo, qui était le président de la République du Niger, et Wade, qui était le président de la République du Sénégal, a dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on mobilise la communauté des États sahéliens. Donc ils se sont dit oui. Alors après, il y a eu 2007, il y a eu des dates, etc. Ils ont lancé ce projet de Grande Muraille Verte. Alors, muraille, évidemment, ça fait un petit peu hurler tout le monde parce que ce n'est pas une muraille, mais c'était dans le symbole. L'idée, c'était 7800 km de long et 15 km de large, qui veut aussi pas dire grand-chose, mais c'était pour un petit peu frapper les esprits. C'est les Africains qui ont décidé de créer ça, ce n'est pas des entités internationales. Le Sénégal s'est bien mis au boulot. Au début, le Tchad aussi. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ont démarré, la Mauritanie un petit peu, pas trop. Mais ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, vous le savez tous, vous lisez les journaux, il y a un truc qui s'appelle les conflits.
Et quand il y a des gens qui se tirent dessus avec des mitrailleuses ou des mitraillettes ou des fusils, c'est difficile d'aller planter des arbres au milieu. Moi, même nos étudiants, par exemple, du Burkina ou du Tchad, ils ne vont plus sur le terrain. Le Sénégal, on y va encore. Là-bas, ils ne peuvent plus parce que c'est trop dangereux. En plus, s'ils savent qu'ils bossent avec les Français, je ne vous le dis même pas, quoi. Voilà où on en est. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais... Et ça, c'est les pays impliqués. OK, on passe. La suivante. Alors, voilà. Voici le chemin un petit peu théorique du tracé de la Grande Muraille Verte, qui change un petit peu, parce que comme il y a des conflits, par exemple, je vois au Burkina, ils ont descendu le tracé de 200 km pour essayer d'avoir un petit peu des possibilités de faire quelque chose, mais c'est quand même un petit peu difficile. Ensuite, alors, il y a eu un colloque important à Dakar en 2009 pour choisir des espèces à replanter, parce que c'est bien beau, on dit, on va replanter des espèces. Alors, il y avait 2 conditions. 1, il faut que l'espèce suivante, il faut que l'espèce soit adaptée à l'écosystème. L'écosystème, c'est entre 200 et 400 mm d'eau par an. Ce qui est pas, c'est pas rien, mais c'est pas énorme. Donc, il faut des arbres qui soient capables de s'adapter à cette pluviométrie. Deuxième chose, extrêmement importante, moi je parle en tant qu'anthropologue, c'est que les populations connaissent ces arbres, pas question de leur amener des arbres qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils sachent les utiliser et qu'ils les utilisent déjà dans leur vie quotidienne. On va en reparler. Le site d'implantation, c'est fait, et ça a été très intelligent, parce que ça n'a pas été fait dans d'autres pays que je ne citerai pas, l'Algérie en particulier, ça s'est fait en accord avec les populations locales. Au début, ça a été très dur pour déterminer les lieux de plantation, parce que les éleveurs voulaient avoir des passages pour leurs troupeaux. Et puis vous verrez après, comme ça a rapporté des trucs positifs, ils ont bien fait évoluer leur position et sont devenus beaucoup plus souples. Donc il faut toujours avoir en tête qu'ils leur veulent des zones de pâturage, des zones de parcours. Il faut qu'il y ait des marigots, parce que ça, c'est... Quand ils vont au forage, il y a un paiement qui est fait pour l'eau. On est abonné, on paye. Dès qu'il y a les marigots, plus personne ne paye, plus personne ne va au forage, c'est vide, ils vont tous dans les marigots pour faire boire leur bétail. Les habitations, elles veulent comme ici. Alors, les arbres qui ont été retenus, il y a le Sclerocaria birea, on passe. Il y a l'acacia sénégal qui est très connu. Est-ce que tout le monde connaît l'acacia sénégal? Qui ne connaît pas l'acacia sénégal? Ah non, mais là, c'est bon. Heureusement que je suis là, alors. Ah, qu'est-ce qui donne l'acacia sénégal? Est-ce que vous savez ce que ça donne, l'acacia sénégal? Il y a une sève qui s'appelle la gomme arabique. Vous l'avez dans les confiseries, dans la pharmacie. Ça sert beaucoup. S'il n'y avait pas de gomme arabique dans le coca, tout le sucre tomberait au fond. Voilà. Acacia sénégal, extrêmement important. Le Sénégal était le premier exportateur, il y a 20 ans, de gomme arabique. Aujourd'hui, c'est le Soudan, malgré tout ce qui s'y passe. Suivant. Diapo suivante. Bon, le Nilotica, on passe. Le Seyal. Alors, le Seyal, vous le connaissez? Non, vous devez le connaître, le Seyal. Le Seyal, c'est l'acacia des girafes. Vous savez, les girafes mangent les feuilles. Et quand les feuilles sont mangées par les girafes, il y a un processus chimique qui part vers les autres et ils sécrètent tous de l'acide pour que les girafes ne bouffent pas les feuilles. C'est connu, ça. Suivant. Bon, le Ziziphus mauricania, qui est un arbre extrêmement intéressant au niveau de la santé, des plantes médicinales. Et notre idole à nous, le Balanites aegyptiaca, qui est un arbre dont toutes les parties de l'arbre, les racines, les feuilles, sont utilisées pour diverses choses. En particulier, en infusion, ça permet de lutter contre l'hypertension artérielle. Suivant. Donc ça, c'est les arbres qui ont en gros été retenus. Donc on n'a pas choisi une seule espèce, comme ça avait été le cas en Algérie, où ça a été un petit peu catastrophique parce que c'était monospécifique. Là, il y a au moins 6 espèces, plus d'autres espèces qui existent, comme le baobab, qui n'est pas planté. Ça, c'est les pépinières. C'est l'endroit où on prépare les plants pour les planter. Et on va planter quand? On ne plante pas le premier jour de la pluie, mais le deuxième jour. Et il faut planter au Sénégal 2 millions de plants en très peu de temps, puisque la pluie, ça dure 2 mois. Et puis, il ne faut pas planter le dernier jour, il faut mieux planter au début. Donc, ça mobilise beaucoup de population pour aller planter. Les gens sont payés, enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour les gens localement. Donc, ça doit être des plants de Balanites, je pense. Suivante. Suivante. Voilà, ça, c'est l'acacia. Alors, comment on plante? On prend des graines localement. Les graines sont triées, ce n'est pas des graines qui arrivent d'ailleurs.
Dommage pour les pépiniéristes, mais ça s'est pris localement. C'est mis dans un mélange de terre et de sable. On arrose, mais il ne faut pas trop arroser avant, parce que si la plante pousse, quand on va la mettre en terre, elle va mourir. Donc il ne faut pas que ça dépasse trop. On plante, on retire la gaine en plastique. Alors là, bon, nous on râle un peu contre les gaines en plastique, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait des gaines en papier. Et normalement, ça part. La mortalité, c'est quand même 50%. C'est-à-dire que sur 10 espèces plantes, enfin, quand on place 10 arbres, il y en a 5 qui meurent. Donc l'année prochaine, il faut replanter. Suivant. Alors, comment... Je continue, là? D'accord. Ouais, on me dit continue, je continue. Voilà. Donc, on a bien compris qu'un des gros enjeux que vous avez souligné dans votre présentation, c'est qu'il y avait un équilibre très instable, en fait, qui est ancien, qui précède, en tout cas, les manifestations du changement climatique actuel, mais qui était accéléré par ces transformations que vous avez évoquées, donc à la fois économiques, sociales et politiques. Comment est-ce que les États de la région, notamment quelqu'un qui est à l'AFD les connaît bien, se sont emparés de ces problèmes, et quelles ont été les réponses qu'ils ont apportées dans un premier temps à ces enjeux qui sont, encore une fois, on l'a bien compris, qui ne se limitent pas à la désertification dans les zones sur lesquelles vous avez travaillé, Serge Saech. Bon, alors il y a effectivement des solutions techniques, hein, le reboisement, l'agroécologie ou l'agroforesterie, hein, qu'on essaye de développer, qui combine agriculture et couvert forestier, l'irrigation, les solutions financières également. Mais il n'y a pas que des solutions techniques. Ça a été dit par M. Botch, la participation des populations est importante. Dans la mesure où on est dans des situations où les ressources sont rares, il y a besoin d'une prise de conscience de la rareté et de la fragilité des ressources. Donc ça passe par l'éducation, le débat citoyen, ce qui n'est pas toujours très encouragé dans ces géographies. Ça passe par la réglementation, si l'État est capable de le faire. Donc réglementer l'accès aux ressources, sécuriser le foncier. Hein, quand on ne va pas planter un arbre quand on n'est pas sûr d'être propriétaire du terrain sur les 10 ou 20 prochaines années. Ou alors il faut qu'on soit payé. Le signal prix, hein, on a dit tout à l'heure, les forages, il faut payer, parce que sinon les gens gaspillent l'eau. En Irak, on avait... Oui, le gasoil, mais même l'eau. En fait, quand l'eau est rare, et on sait qu'elles sont épuisées. En Irak, il y a des zones où les nappes phréatiques descendent de 50 mètres par an. Donc, et l'eau est en service libre. Donc si on améliore l'irrigation, par exemple, mais qu'on ne fait pas payer, dans un pays pétrolier qui a de l'argent, hein, qui peut se permettre de subventionner l'irrigation, en fait, on va accélérer, on va résoudre un problème à court terme, on va accélérer la disparition de la ressource à moyen terme. Donc il faut un signal, il faut gérer la rareté et par des organisations institutionnelles, par des systèmes de marché, etc. Il y a besoin de coopération institutionnelle, la décentralisation. On travaille beaucoup chez nous sur ce qu'on appelle l'adaptation au niveau local, c'est-à-dire, bien sûr, il faut travailler avec les gouvernements, mais il faut travailler avec les acteurs locaux, les municipalités, les organisations de la société civile, les banques, qui ont en général des réseaux aussi de proximité, qui participent à l'activité économique. Et il faut de la coopération régionale à l'autre extrémité. On a beaucoup de pays qui ont des bassins fluviaux partagés, hein, le Niger, le fleuve Sénégal, le Tigre ou l'Euphrate, le Jourdain, et le Nil, bien sûr. Donc, on sait qu'il y a des enjeux majeurs de partage de ressources qui ne sont pas gérés. Mon précédent poste était en Irak. La Turquie, la Syrie et l'Iran ont des barrages et l'Irak prend ce qui lui reste. Et évidemment, il y a des conventions sur le partage des eaux fluviales, mais c'est toujours les pays aval qui signent et jamais les pays amont. Donc l'Iran et la Turquie n'ont pas signé les conventions internationales sur le partage des eaux. Donc oui, la coopération régionale aussi pour la transhumance, hein, comme vous l'expliquiez, le bon équilibre, la bonne exploitation dépend aussi de la capacité des animaux à bouger à travers les frontières. Or, dans un contexte sécuritaire très dégradé, la transhumance, la mobilité est plus difficile. Alors, après, que fait la communauté internationale? Ou on y viendra peut-être plus tard, je ne sais pas où vous voulez.
On sort d'une série de conférences internationales sur la biodiversité, sur le climat, et puis cette semaine sur la désertification à Riyad. Malheureusement, les choses avancent doucement. Il y a sur l'atténuation, donc la réduction des facteurs explicatifs du changement climatique, ça progresse, mais de toute façon, le coup est parti, donc le changement va intervenir. Ce qu'on essaye, c'est de limiter son ampleur, mais le changement est déjà bien engagé. Et sur tout ce qui est l'adaptation ou la compensation, ce qu'on appelle les pertes et préjudices, on est aujourd'hui encore de façon à un niveau très préliminaire. Le fonds pertes et préjudices, par exemple, c'est 700 millions de dollars pour l'ensemble du monde, donc autant dire presque rien. Donc il y a un gros travail à faire. Et je dirais que les pays, alors notamment les pays arides dont on parle, hein, le Sahel, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, ne sont pas forcément très bien organisés. D'abord parce qu'une partie des pays arabes sont du côté des émetteurs et ne sont pas très allants sur la réduction des gaz à effet de serre. Et d'autre part, ils sont moins bien organisés collectivement, par exemple, que les petits États insulaires. Vous savez, ces États notamment des Caraïbes ou du Pacifique. Et la plupart des mesures qui sont prises sur les pertes et préjudices, en fait, concernent soit la montée du niveau de la mer, soit les systèmes des ouragans et les cyclones, et pas tellement en fait les sécheresses, qui sont des phénomènes complexes, difficiles à mesurer, difficiles à objectiver. Donc même les réponses qui existent de la communauté internationale, en fait, ne s'adressent pas en premier lieu aux pays qui nous intéressent aujourd'hui. Je reviendrai plus tard sur ce que fait l'AFD. Oui, et justement, donc, je repasse la parole, Gilles Bosch, parce qu'on voit bien là dans vos premiers échanges qu'un des enjeux majeurs, c'est quand même la mobilisation et l'inclusion des habitants, des citoyens locaux, dont vous avez commencé à parler d'ailleurs dans votre exposé. Et c'est ce sur quoi je voudrais vous redonner la parole. Voilà. Comment est-ce que réagissent et comment sont inclus ou mobilisés aussi en fait, ceux qui habitent dans le Sahel et qui sont les premiers acteurs et les premiers touchés aussi de la mer verte et de la désertification. Alors, le grand problème, c'est que dans les zones sahéliennes, l'économie dominante, c'est l'économie pastorale, parce que c'est très difficile de faire de l'agriculture. On y arrive, mais c'est quand même de loin le pastoralisme qui est l'économie dominante. Alors, ce qui expliquait un peu qu'il faudrait qu'il ait un petit peu moins de bétail, qu'il le nourrisse mieux, bon courage. Hein. C'est pas évident, parce que dans la culture, il faut avoir le plus de bêtes possible, même si on en perd la moitié, c'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Alors, la Grande Muraille... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est extrêmement important, et les éleveurs l'ont bien compris, c'est que si on restaure l'écosystème, c'est pas que planter des arbres. J'ai eu des articles de certains journalistes, dont je dirais pas le nom, qui disent « Ah, les plantations ne marchent pas ». Mais la Grande Muraille Verte, c'est pas que des plantations. Il n'y a pas que des arbres, il y a des gens en dessous qui vivent, qui en tirent profit, qui l'utilisent. Par exemple, avec les zones mises en défense, on peut récolter de la paille. Cette paille sert aux éleveurs soit à nourrir leur bétail, soit à être vendue. Suivante. 150 charrettes par jour pendant 2 mois. C'est pas rien. Suivante. Les jardins polyvalents qui ont été montés par l'agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte, qui a permis d'assurer une diversité alimentaire. Alors ça, c'est très intéressant, parce que le problème, ça a été l'eau. Parce qu'avec les éleveurs, ça ne marchait pas trop. L'eau doit servir à alimenter le bétail. Donc il est hors de question de mettre de l'eau par terre, ça ne sert à rien. Ah oui, mais ça fait pousser des... Ah bon. Et puis on les vend sur le marché, ça ramène de l'argent à la maison. Ah ouais, ça, c'est pas inintéressant. C'est comme ça qu'on fait un petit peu évoluer les mentalités. Ce jardin polyvalent, il faisait 5 hectares. C'est à Ouidou-Tiangoli. Il y a 450 femmes qui y travaillent. 450 femmes. Alors elles ne travaillent pas les 450 ensemble. Elles travaillent par brigade de 50, une demi-journée. Voilà. Mais elles ont réussi à produire beaucoup de choses, elles ont réussi à les vendre, elles ont réussi à changer le comportement alimentaire de leur mari, qui, la consommation, c'était le lait caillé et du mil, puis est arrivé le riz, on va en parler, et du coup, là, il y a les légumes et les fruits qui sont arrivés. Et du coup, même les hommes disent « Ouais, je me sens un peu mieux ». Donc, alors nous, on est évidemment dans la santé, donc ça nous parle bien.
Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites de la reforestation, vous allez planter des arbres, vous allez augmenter la densité d'arbres. Donc vous allez amener ce qu'on appelle de l'ombre. Ça vous dit quelque chose, de l'ombre? Eh bien, dans l'ombre, il y a des espèces d'herbes qui ne poussent pas au soleil. Donc il est hyper important de modifier. Quand vous avez ces herbes qui arrivent, vous avez tous les insectes, les oiseaux, etc., qui se redéveloppent. Et ça redevient un écosystème biodiversifié, et c'est ça qui tient, c'est ça qui rentre dans le temps. Eh bien, mes éleveurs peuls, ils ont bien compris, et ils voient l'intérêt. Suivant. Donc, jardin polyvalent, ça permet d'avoir des produits qu'on n'avait pas, des tomates, des carottes, parce que tout pousse, hein, des tomates, des carottes, des aubergines, etc., etc. Là, à droite, vous avez le niébé en blanc, vous avez de l'oignon qui, malheureusement, vient de Hollande, vous avez l'arachide et vous avez la catastrophe absolue derrière, c'est le bouillon cube que vous mettez pour donner du goût. Suivant. Ça, c'est les ruches. Ça s'appelle des ruches nigérianes. Nous, on n'a pas l'habitude, nous, c'est des ruches. Eux, c'est des ruches en longueur. Le miel, c'est une ressource absolument extraordinaire. C'est l'aliment au monde qui peut se garder le plus longtemps jusqu'à 70 ans. Donc c'est une ressource énorme. C'est des glucides. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on... Ça, l'AFD peut peut-être faire quelque chose. Il faudrait qu'on ait des apiculteurs. Parce qu'on ne peut pas laisser une ruche dans un essaim dans une ruche et attendre que ça se reproduise ailleurs. Il faut des apiculteurs, des professionnels. Donc il y a des tas de métiers comme ça, techniques, qui seraient absolument indispensables et qui donneraient du travail aux gens et qui leur donneraient aussi une ressource économique nouvelle qu'ils ne connaissent pas. Suivant. C'est tout. Après, je parle de notre boulot. Donc, vous avez vous-même terminé en évoquant ce problème économique aussi, que la Grande Muraille Verte, c'est un projet effectivement écologique de réponse, mais qui inclut aussi non seulement une inclusion sociale, mais aussi économique, de la formation, etc. Et donc, je voudrais rebondir sur cette question, ce constat-là, pour vous redonner la parole, Serge, pour vous demander jusqu'à quel point, en fait, on peut concilier ces grands objectifs de protection de la biodiversité, de lutte contre la désertification, de la protection de la ressource en eau, avec les préoccupations des habitants qui ne sont pas forcément les mêmes, ou pour lesquels ces changements de moyen terme, qui sont de très grande échelle, peut-être passent derrière des préoccupations plus directes, la pauvreté, la formation, l'emploi, le chômage, bien sûr, qui j'imagine, vous ont particulièrement frappé dans les 3 pays que vous avez cités, où vous avez travaillé récemment. Oui, alors c'est pas simple, hein. Alors, bon, d'une façon générale, les crises touchent et affectent plus fortement les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, hein, qui manquent de ressources et de capacité d'amortir les chocs. Et aussi, d'une façon générale, comme dit la sagesse populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Donc l'adaptation et les mesures préventives sont un bon pari économique et social. Contrairement à l'atténuation, pour rester sur le sujet climatique, hein, l'atténuation, c'est des actions locales avec un bénéfice collectif mondial, puisque là, il y a une circulation atmosphérique des gaz à effet de serre. Donc, on investit, mais on n'a pas de bénéfice immédiat. On a un bénéfice diffus et à très long terme. Quand on fait de l'adaptation, on a un bénéfice local et relativement rapide. Alors, si on plante des arbres, il faut quelques décennies, mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus ciblé et donc politiquement plus palatable, enfin plus payant. Mais, alors, ça nécessite que les personnes aient confiance dans l'avenir, ce qu'on disait. Donc, il faut sécuriser la possession foncière, il faut sécuriser la perspective qu'on est paysan et qu'on va le rester, qu'on souhaite que ses enfants soient paysans. Hein. Ceux qui ont suivi un peu l'évolution du monde rural en France, il y a eu dans les années 60 un mouvement des jeunesses catholiques ou chrétiennes paysannes, jeunesse paysanne chrétienne, dont le slogan était « Je suis fier d'être paysan », parce que pour investir, il faut déjà se dire, non seulement je vis de ma terre, mais je souhaite que mes enfants le fassent. Sinon, je vais exploiter au maximum, couper les arbres, vendre du charbon et envoyer mes enfants en ville. Donc il y a vraiment, le fait que les gens
et le sentiment que leur avenir est sur place. Et c'est complexe dans un environnement fragile. La deuxième, c'est d'avoir des ressources financières à long terme et d'avoir la sagesse. On sait que c'est difficile, même chez nous. On sait quelles sont un certain nombre de mesures qui seraient nécessaires à long terme, mais les arbitrages politiques sont souvent plus courts en réponse à des pressions sociales. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans des sociétés qui sont... alors ça fait un moment que j'ai quitté le Sahel, mais je pense à plus de 50% urbaines maintenant. Les masses urbaines, notamment les pauvres urbains, en fait, ont un poids politique bien supérieur. Donc, quand il y a de l'argent à investir, on va plus facilement le mettre pour subventionner le prix du pain ou le prix de l'essence pour éviter des émeutes que pour investir à long terme dans les zones rurales. Et donc, ça serait économiquement un bon investissement, mais c'est un investissement qui nécessite de la discipline et de la volonté qui ne sont pas toujours présents. Alors, ce que nous, on fait côté AFD, c'est qu'on amène justement des financements à long terme, conditionnés à un certain nombre d'actions, pour redonner un peu cette marge de manœuvre financière et cette perspective temporelle. On prête à 15, 20, jusqu'à 40 ans, selon les circonstances. Et on fait évidemment aussi des dons quand on peut. Parce qu'en fait, c'est très important de redonner du temps et de la perspective temporelle aux populations et aux institutions. On travaille avec les municipalités, parce que comme les bénéfices est local, c'est plus facile d'avoir une action dans un terroir, comme on disait il y a longtemps, ou en tout cas dans une collectivité, qu'au niveau de l'État, où les arbitrages sont plus délicats. Et on travaille aussi beaucoup maintenant sur les mécanismes assurantiels, pour éviter qu'en cas de crise, les gens perdent tout. On était au Liban récemment, avec la crise économique. En fait, les gens ont recommencé à couper du bois pour se chauffer parce qu'ils n'avaient plus simplement pas de quoi payer le fioul en hiver. Dans les montagnes du Liban, c'est un problème de froid, pas de chaud. Mais si les gens n'ont pas de moyens, en fait, ils dilapident leur capital. Dans les traces historiques qu'on a des crises du début du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle la sécheresse des enfants, parce que les gens vendaient leurs enfants, parce que c'est tout ce qui leur restait pour survivre, en fait. Donc, les assurances sont très importantes pour éviter qu'en cas de crise, tout l'investissement qui a été fait soit ramené à zéro par des mesures de survie extrême. Je veux bien répondre. Je vous demandais juste, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet que l'AFD a accompagné qui se confronte à ces enjeux que vous avez évoqués, cette confiance à l'avenir, de stabilité, d'arbitrage politique, de mécanismes assurantiels aussi, qui serait peut-être un peu le pendant de ce que nous montre Gilles avec ce projet d'une grande muraille verte et de réponse, d'inclusion aussi de la population. Alors, je pense qu'on a participé financièrement au projet de la grande muraille verte. Alors, je pense que Mali, Burkina, Niger, ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué. Mais on a été un participant. Dans les pays du Sahel, on travaille beaucoup sur subvention, mais la subvention est rare. Hein. Donc au Moyen-Orient, on est beaucoup plus sur des prêts à moyen terme avec les gouvernements. Alors c'est de l'aménagement fluvial. On travaille beaucoup sur l'eau, quantité, qualité. Il y a à la fois le problème de la quantité de ressources, mais aussi une dégradation. On parlait tout à l'heure de la salinisation, des pollutions, donc l'assainissement est très important. Au Liban, on a travaillé aussi sur la reforestation en associant à la fois les communautés libanaises et les réfugiés pour essayer de recréer de l'affectio societatis dans des communautés où les tensions étaient très élevées, tout en créant du travail à travers le financement de la replantation et le travail. C'est intensif en main-d'œuvre, ce travail de plantation. En Syrie, malheureusement, on n'intervient plus depuis longtemps à cause de la situation. En Turquie, on a beaucoup travaillé avec les eaux et forêts sur la conservation et sur le travail qu'ils font avec les populations forestières pour justement développer des alternatives à la déforestation. Alors, c'est la culture du laurier, c'est la culture de la lavande, c'est
effectivement l'élevage des abeilles. Mais s'il n'y a pas d'alternative, les gens, en fait, détruisent la ressource parce que c'est ce qui sont de plus immédiat à faire, en fait. Sur le miel, le 10e producteur mondial de miel, c'est l'Éthiopie. Premier producteur africain. Bref. Ah oui, alors je voudrais répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Alors évidemment, les éleveurs ne sont pas les agriculteurs. Ils ne pensent pas du tout de la même manière. D'abord, les terres ne sont pas des propriétés privées. C'est l'État qui est propriétaire. Ils ont un droit d'usage. Ça, c'est important. Ensuite, moi, j'ai des étudiants à Dakar, Peul, et ils me disaient, mais moi, monsieur, je voudrais quand même avoir un petit troupeau à moi, quoi. Et c'était étudiant, quoi. Mais ils veulent un petit troupeau. Parce que les Peuls, ils veulent un petit troupeau. Ils ont besoin de leur bétail. Donc, ils ne sont pas prêts. Ce que je veux dire par rapport aux agriculteurs, ils ne sont pas prêts de lâcher la chose. Au contraire. Mais par contre, il faut essayer de les aider à trouver des solutions qui soient viables. Parce que les gros éleveurs, il y a des gros éleveurs, hein, comme partout. Eux, ils ne sont pas pauvres du tout. Ils ont beaucoup de ressources. Simplement, ils ne vendent pas leurs bêtes. Ils ne tuent les bêtes que pour les enterrements ou les mariages. Autrement, on ne touche pas. On tue les moutons, on vend les chèvres, mais on ne touche pas aux gros bovins. Ça, c'est une chose. Ensuite, je voudrais me remettre la diapo suivante. Si... Ouais. Donc, je vais parler maintenant de ce qu'on fait, nous, en tant que scientifiques. Parce que moi, je suis là-bas en tant que scientifique. Voilà. Alors, ensuite, donc on a créé un observatoire entre le CNRS et l'Université de Dakar, chez Anta Diop, et où on travaille avec nos collègues. J'étais directeur de cet observatoire avec mon collègue Aliou Guissé, qui était professeur d'écologie végétale, qui a formé beaucoup d'étudiants, qui ont eu la chance au Sénégal, comme l'écologie se développait, d'avoir des postes. Donc cet observatoire au milieu, c'est une construction interdisciplinaire. C'est très important, parce que l'objet, c'est la Grande Muraille. Donc moi, je suis anthropologue, je travaille avec des chimistes, avec des écologistes, animaux, végétaux, etc. On a un objet partagé, donc finalement, au bout d'un moment, on se comprend, on commence à avoir une culture un petit peu commune. On travaille évidemment avec les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud. Il n'y a pas que les Sénégalais, il y a aussi les Burkinabés, bon, les Maliens non, et les Tchadiens. Et on essaye aussi d'apporter une réponse sociétale au changement climatique. Et c'est quelque chose de très difficile. Suivant. Donc nous, on travaille sur 4 grandes thématiques. On travaille sur les populations humaines, évidemment. Moi, je suis anthropologue, donc mes copains forestiers comprennent qu'il y a quand même des hommes qui vivent sous les arbres, c'est important. Les populations végétales, les populations animales et le biotope. Donc tout ça marche ensemble, tout ça forme un tout. Suivant. Suivant. Donc santé, eau et sol, biodiversité, systèmes sociaux. Et tout marche ensemble. Suivant. Un peu rapide, merci. On revient en arrière. Voilà. Donc, les étudiants en écologie végétale ont beaucoup bossé. Il y a plein de thèses qui sont sorties sur effectivement l'adaptation, essentiellement des arbres, mais aussi des herbacées, à l'environnement et au changement. Il y a eu des essais qui ont été faits en mettant de la pluie solide, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour des arbres. En entomologie, on a beaucoup travaillé. Il y a un nombre d'insectes absolument hallucinant. Alors, moi, j'y étais pas mal. Quand vous êtes pendant la saison sèche, vous ne voyez pas un insecte. Mais il pleut 3 gouttes, mais vous avez les insectes, les crapauds, enfin, tout sort. Et c'est assez magique. Il y a une grande diversité d'oiseaux aussi. En particulier, vous avez des oiseaux migrateurs. L'autre jour, j'ai eu une photo de cigognes qui étaient dans le Sahel. Je ne connaissais pas, c'était un peu impressionnant. Et on a beaucoup bossé avec des chercheurs de l'IRD sur les rongeurs en particulier, parce que les rongeurs posent un vrai problème. C'est des rongeurs, je ne vais pas dire migrants, mais c'est des espèces invasives qui arrivent du Nigeria et qui sont en train de remplacer les espèces de rongeurs locaux. Et pour les cultures, c'est pas terrible. Suivant. Alors... Ça, c'est les impacts sur... Alors, je vous ai dit qu'on mettait des parcelles en défense, c'est-à-dire on met du grillage autour. Donc l'herbe pousse puisque les animaux ne viennent pas manger. Et là, vous avez par exemple les familles d'insectes à l'intérieur des parcelles et à l'extérieur des parcelles. Et vous voyez qu'à l'intérieur des parcelles, c'est beaucoup plus riche qu'à l'extérieur.
À l'extérieur, il se passe finalement pas grand-chose. Mais c'est pas nul, il n'y a pas rien. OK, ça, c'est les fiches qu'on a fait. Comme on n'a pas pu aller sur le terrain pendant la Covid, eh ben, on a fait des inventaires de toute la faune et toute la flore du Sahel sénégalais. Voilà. Suivant. Alors, ça vient d'une thèse qui a été faite par une étudiante, c'est comment les gens utilisent les arbres. Donc vous avez un certain nombre d'arbres, ça va du Balanites jusqu'au Tamarindus indica. Vous connaissez le tamarin? Le tamarin, ça sert une seule chose, c'est à mettre un épice dans le riz au poisson. Ça sert qu'à ça. Alors que vous prenez le Balanites, ça sert à tout, artisanat, commerce, énergie, santé, etc. Donc pour chaque arbre, vous avez les usages sociaux qui sont faits. Et ça, c'est extrêmement important, parce que du coup, ça va pousser évidemment à se focaliser sur un certain nombre d'arbres, et puis laisser un petit peu plus tomber les autres. Suivant. Alors, l'ethnobotanique, c'est quoi? Scientifiquement, quand on s'intéresse à des plantes et à leurs usages, que ce soit les usages alimentaires, que ce soit les usages médicinaux, que ce soit les usages cosmétiques, on part en général de l'usage que les populations ont fait. Et ça s'appelle l'aspect émique. C'est comment les gens construisent leur savoir autour de la plante. Nous, les scientifiques, on ne travaille pas comme ça. On a des laboratoires, on fait des analyses chimiques. Et nous, c'est l'aspect éthique. C'est-à-dire qu'on valide ce savoir avec les connaissances scientifiques qu'on peut avoir. Et la confrontation des deux sont quand même relativement intéressantes dans la mesure où ça apporte des connaissances nouvelles. Passons à la suivante. Donc vous avez par exemple les catégories d'usage. Et vous voyez qu'entre les Peuls et les Wolofs, il y a une légère différence. Évidemment, les Wolofs, le fourrage, ce n'est pas des éleveurs, donc ils ne s'en servent pas beaucoup. Et la médecine, c'est bien partagé. Voilà. Suivant. Les pathologies traitées, avec un certain nombre d'espèces, on va traiter des pathologies, le diabète et le paludisme, la malaria, qui est vraiment la pathologie relativement importante là-bas, qui a beaucoup chuté parce que le gouvernement sénégalais a mis en place une politique de moustiquaires imprégnés et qui a très bien marché. C'est-à-dire que ça a cassé les cycles de reproduction du palu avec les anophèles. Mais vous voyez que ça sert à beaucoup. Là, on est en train de préparer un travail parce qu'on va faire un colloque en septembre prochain sur les plantes médicinales et cosmétiques de l'ensemble de la zone de la Grande Muraille, c'est-à-dire tout le Sahel. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et des choses qui ne sont pas trop connues. Ceux qui bossent le plus là-dessus, ce sont les Éthiopiens et les Nigérians. L'Afrique francophone, ils ne bossent pas trop là-dessus. Suivant. Bon, là, c'est pareil, on prend un certain nombre d'espèces et puis on regarde le type de concentration de produits qui existent dedans. Ça, c'est de la chimie analytique, c'est un truc classique. Suivant. Ça, c'est rien que sur le Balanites. Vous voyez, tous les usages qui peuvent être faits sur le Balanites. Et vous voyez que les pathologies, ce qui vient en premier, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. C'est à partir des écorces que ça s'est fait. Et comment est-ce qu'on le fait? On fait des macérations, on fait des tisanes, finalement, d'écorces. Et ça permet de lutter contre l'hypertension artérielle. Et mon collègue Aliou Guissé, qui est écologiste végétal, lui-même avait des problèmes, il l'a utilisé, ça fait chuter son hypertension. Suivant. Bon, là on va passer, donc on rentre un petit peu dans les résultats obtenus. Suivant. En termes de santé, donc on travaille depuis 2010, puisque tous les ans, enfin 1 à 2 fois par an, on va soigner les populations, c'est-à-dire qu'on va au dispensaire, on vient avec une dizaine de médecins sénégalais et autres. On soigne les gens, on les traite, on fait des fiches, on regarde un petit peu leur pathologie. Donc ils sont quand même vraiment en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils marchent 8 à 9 heures par jour avec leur troupeau. Donc ils ne sont pas très gros. Les femmes non plus. Les femmes viennent nous voir en disant « Moi, j'aimerais bien grossir un petit peu parce que je me sens un petit peu maigre. Puis mon mari, ça lui ferait tellement plaisir. » Bon, alors, ça change un petit peu de chez nous. Mais alors, il n'y a pas d'obésité. Il n'y a pas d'obésité. Il y a de l'hypertension, il commence à y avoir un petit peu de diabète, parce qu'il y a des changements qui se font dans le mode de vie. Suivant. Alors les systèmes sociaux, ça on a pas mal bossé.
Le gros problème, c'est l'usage de l'eau. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que quand vous habitez à... Il y a 2 cercles d'habitation, une à 8 km et une à 16 km. Quand vous habitez à 16 km, que vous devez venir avec vos 4 ânes chercher de l'eau, ça vous prend 1h30 pour venir, 1h30 pour partir. Vous transportez des cubes de 1000 litres d'eau et avec ça, vous devez alimenter les brebis, les chèvres, vous soigner, vous laver, vous faire la cuisine, etc., etc., faire la lessive. Donc c'est très difficile et c'est tous les jours. Il n'y a pas les robinets, c'est tous les jours. La communication, ça c'est un truc complètement nouveau. C'est-à-dire que depuis 5 ans, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus, en particulier rechargeurs de téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone avant, et maintenant tout le monde a 1 ou 2 téléphones portables. Donc il faut les recharger, il faut les acheter. Donc sur le marché, ça a explosé. Et ça crée un peu des nouveaux métiers. Voilà. L'alimentation, donc on a beaucoup bossé aussi sur l'alimentation. Il y a un changement alimentaire extrêmement important qui s'est produit avec l'apparition du marché, avec le fait qu'il y avait des Wolofs qui étaient là, qui eux mangent du tiboudienne, c'est-à-dire du riz au poisson, qui mangent du poulet yassa, du poulet aux oignons, alors que le Peul, d'habitude, c'est le lait caillé avec du couscous 2000. Il a vu ça, il a changé, etc. Mais du coup, ça a fait monter l'hypertension et le diabète. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a un changement alimentaire qui se fait, et surtout avec les produits du marché qui sont des produits importés. Et vous trouvez des produits qui viennent de Chine, de Turquie, etc., etc. Et tout ça s'est mis à disposition des gens. Et pour l'instant, ça n'a pas trop d'impact sur leur santé, parce qu'ils continuent à avoir une activité physique importante. Suivante. Bon, les focus thématiques, on a beaucoup travaillé sur le marché hebdomadaire, parce que c'est un lieu extrêmement important et qui est lié à la Grande Muraille, parce que comme les gens travaillent, les gens ont un salaire. Et du coup, comme ils ont un salaire, ils vont faire des courses, ils vont acheter des choses. Donc du coup, moi, quand j'ai commencé en 2010, il y avait 40 commerçants. Maintenant, il y en a 200. Parce qu'évidemment, c'est un endroit où il y a de l'argent qui tourne un petit peu. Le riz, malheureusement, c'est pas le riz du fleuve Sénégal, c'est du riz de Thaïlande. Le niébé, ça se vend très bien. Il y a des nouveaux produits qui apparaissent. Ils font maintenant du savon, etc., etc. Bon, enfin, il y a toute une dynamique qui est en train d'être construite. Bon, ça, c'est notre production scientifique. Donc ça, c'est les ouvrages qu'on a fait. Le dernier, à droite, il vient de sortir. Ça, c'est les cahiers de l'Observatoire où on essaye de donner des résultats de travaux et surtout les travaux des jeunes chercheurs pour leur donner une première amorce. Suivant. Ça, c'est le dernier numéro. Suivant. Alors, on fait des universités d'été. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est pour la formation. C'est-à-dire que tous les ans, on va à Ouidou. Alors, on a été obligé d'arrêter 3 ans parce qu'il y avait le Covid. Et on a fait notre université d'été à Poitiers, où ça s'est très bien passé. Et nos collègues africains venaient. Ceux qui avaient le droit. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup qui n'ont plus le droit, les Burkinabés, etc. Suivant. Alors, l'université d'été, on parle évidemment de nos recherches. Hein. Suivant. Voilà, et là, on a donc, ça c'est nos étudiants, c'est les étudiants de master et des thésards, avec les chercheurs qui viennent et on reste pendant 10 jours. Le matin, on va au dispensaire travailler sur la santé, ils vont faire des prélèvements d'insectes, tout ce qu'on veut. Et l'après-midi, à 17h, mais je peux vous dire, il fait chaud parce que c'est au mois d'août, on a le séminaire de recherche. Donc il y a 2 chercheurs qui présentent leurs travaux et les étudiants suivent et posent des questions et ça marche très bien. Suivant. Ça, c'est la consultation médicale. Et ça, évidemment, c'est très bien parce qu'on soigne les gens, on leur donne des médicaments, sauf pour les maladies chroniques, parce qu'on ne peut pas suivre le diabète, mais s'il y a une petite pathologie, on la soigne. On prend leur tension, etc., etc. Ils sont plutôt en bonne santé. Et l'avantage pour nous, anthropologues, c'est que comme on soigne les gens, on connaît tout le monde. Donc même quand on va faire de la sociologie chez eux, ils nous répondent à nos questions, ce qui est quand même important. Suivant. Ça, c'est la pharmacie. OK, suivant. Alors, on a fait participer les écoles, et ça, c'est hyper important. Les écoles, c'est des fils d'éleveurs. Les fils d'éleveurs, on leur a expliqué un petit peu ce que c'était que l'écologie, ce que c'était qu'un écosystème, ce que c'était qu'un arbre. Un arbre, ce n'est pas simplement un aliment pour le bétail, c'est autre chose, c'est un petit peu plus complexe. Suivant. Alors, là, c'était en 2012, je leur avais fait faire un dessin qui était dessiner la Grande Muraille Verte. Alors ça, c'est quand même extraordinaire.
Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dessiné? Ils ont dessiné des camions avec des mecs avec des pelles dedans. Parce que pour eux, c'était les mecs qui allaient planter les... Donc ils voyaient ça, ils voyaient les camions qui passaient avec les gars avec les pelles. Alors après, ils sont allés sur le terrain, on a fait des trous, ils ont... Suivant, ils ont... Non, c'est suivant. Non, ça fait... donc ils ont fait des trous, etc., etc. Et l'année d'après, on les a fait redessiner. Ils n'ont plus du tout décidé de camions. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé des arbres avec de l'eau autour. C'était l'évolution. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça amène une rupture un petit peu dans la représentation. Et là, on continue à travailler avec les élèves. Il y a une collègue sénégalaise qui fait des plantations avec eux et qui leur explique comment ça fonctionne. Et les élèves sont ravis, évidemment. Et du coup, après, quand ils rentrent, ils expliquent aux parents, etc. C'est comme ça qu'on fait un peu évoluer les choses. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Je voudrais, avant qu'on ouvre les questions, revenir sur un point que vous avez évoqué. Donc voilà, la désertification. Vous avez aussi beaucoup évoqué les questions d'eau, beaucoup l'élevage aussi, qui est quand même structurant en fait pour beaucoup de sociétés qu'on a évoquées ce soir. Quelles sont les autres préoccupations? Quelles sont les préoccupations principales si on sort juste du problème de la désertification, de l'aridité, des sociétés, des États de la région, du Moyen-Orient, au moins d'après votre expérience, Serge Snesch? Alors, évidemment, la première préoccupation de tout le monde, c'est la paix et la stabilité. Hein. Rien ne peut se faire tant que c'est pas acquis. Et malheureusement, que ce soit au Moyen-Orient ou au Sahel, la situation n'est pas très rose. Après, donc l'eau, je pense que ça reste un élément essentiel dans ces zones arides. La quantité, la qualité, les eaux souterraines qu'on ne voit pas, mais qui sont un drame latent et voire imminent. Donc la dégradation, la perte de biodiversité, même s'il y a quelques contre-exemples, heureusement, mais perte de biodiversité qui fragilise la perte de sol, qui fragilise la sécurité alimentaire. Et puis le dernier point, je pense, c'est les températures extrêmes qui sont alors évidemment qui touchent beaucoup les gens qui sont dans les campagnes ou les ouvriers qui travaillent en extérieur, mais aussi dans les villes, les gens qui n'ont pas les moyens de payer. Alors souvent l'électricité est subventionnée, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc les gens qui n'ont pas de quoi se payer un générateur souffrent énormément. En Irak, on avait l'habitude de dire que le ministre de l'électricité changeait tous les étés parce que chaque fois, il n'y avait pas assez d'électricité au moment du pic de demande pour la climatisation. Et on était obligé de changer le ministre pour éviter la révolution. Donc c'est un sujet sérieux, hein, et on sait qu'avec l'augmentation des températures, un certain nombre de zones vont simplement devenir invivables. Hein. En tout cas, pour travailler en extérieur, ça sera plus possible sans artefacts. Donc c'est un sujet qui monte. Au Sahel, on est un peu mieux protégé de la montée des eaux de la mer parce qu'on est loin des côtes, mais sur un certain nombre des pays où on travaille, l'érosion côtière est un vrai sujet, avec à la fois l'érosion et l'exposition aux tempêtes, aux ouragans, qui est un problème qui monte aussi beaucoup. Mais vous voyez le changement climatique en termes de santé, rien qu'en termes de santé. La deuxième pathologie après l'hypertension artérielle, c'est les maladies respiratoires. Parce qu'il y a le sable du Sahara qui arrive de manière un petit peu continue. Et si vous avez des arbres, si vous avez un peu d'humidité relative sous les arbres, ça colle au sol les poussières. Donc ça joue sur la santé. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont dans la complexité du système. Mais alors le problème des financements, bon. Moi, sur le terrain, les financements, j'en vois pas arriver beaucoup pour les gens, je dois vous dire. Il y a beaucoup de chiffres qui sont annoncés, puis in situ, c'est pas terrible, quoi. Donc je sais pas, moi je suis pas économiste, moi j'ai pas de réponse à ça. Peut-être que vous en avez. Vous. Non, mais je pense que c'est une perche tendue à Serge Snesch. Mais voilà, on va inclure cette perche dans une sorte de question. On n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais on a quand même le temps de prendre. On va prendre 5 minutes. Je pense, Sophie, tu es d'accord? Voilà. Et donc, je vous laisse la parole, peut-être pour compléter ou tendre une autre perche à l'un de nos deux intervenants ce soir.
et compléter ce qu'ils nous ont exposé. Voilà, je vous remercie déjà parce que c'était effectivement à la fois complémentaire et très dynamique comme présentation. Est-ce que vous m'entendez ici? Très bien. Vous avez parlé de zones qui deviennent invivables. On n'a pas beaucoup parlé de migration qui peuvent être liées au changement climatique. Est-ce que, sommairement, vous pouvez un peu nous parler du sujet des migrations qui sont liées au changement climatique, comment les populations s'adaptent et comment les États s'adaptent par rapport à cette problématique? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Moi, je voudrais la compléter, cette question, enfin rajouter aussi. Vous avez beaucoup évoqué cette rupture qu'il peut y avoir entre une société majoritairement urbaine et quand même un changement climatique qui touche en grande partie les zones rurales. Je pense que ça recoupe aussi parfois la question de la migration. Chez ces points, c'est un problème aussi, cette différence d'attente et d'arbitrage politique très difficile à faire entre une majorité urbaine et une économie qui dépend encore, en particulier en termes d'emploi, de l'agriculture. Oui, vous m'entendez? Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites sur le terrain. Moi, je vais un peu mettre les pieds dans le plat, mais comme on parle d'écologie en islam, je voulais savoir quelle était votre vision de l'écologie en islam et liée au sujet sur lesquels vous travaillez sur le terrain. Je n'ai pas fait théologie, je vais tout de suite. Donc, ce n'est pas mon domaine. Les populations Peuls sont musulmanes, ça tout le monde le sait. Mais le Sénégal, c'est un peu complexe parce que il y a les Peuls d'un côté, de l'autre côté, il y a les marabouts qui sont extrêmement puissants. Il y a 6 confréries, au moins 6 confréries au Sénégal. Et voilà, les confréries, c'est plutôt des agriculteurs, en gros. Et les Peuls, c'est plutôt des éleveurs. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Jusqu'au jour où ça ira plus. Moi, je voulais juste revenir sur autre chose, sur les migrants climatiques. Ouais. Alors, les migrants climatiques, moi, sur le terrain, je vois que les gens qui migrent, d'abord, ils migrent pas beaucoup. Ils migrent pas beaucoup parce que l'élevage a besoin d'hommes, de gens. Donc, il faut qu'il y ait une population qui soit là pour s'en occuper. D'autre part, quand ils migrent, ils partent pas en France ni en Europe. Ils partent en ville. Ils partent à Dakar ou à Saint-Louis, plutôt à Dakar. Ceux qui quittent le Sénégal, je vois bien, ils partent ce qu'on appelle les HLM à Dakar. Ils partent avec des cars, etc., etc. C'est la moyenne bourgeoisie, c'est ceux qui ont de l'argent. Parce que le voyage, 3 000 euros, il faut le payer. Ce n'est pas les gens de la campagne qui peuvent ça. Donc, vous voyez, attention aux mots, il faut bien définir les choses. Mais on est à l'abri de rien. Si effectivement la situation se dégrade beaucoup dans les zones très sèches, il va y avoir des migrations de population, ça c'est évident. Si le troupeau est décimé, les gens vont partir. Alors je voulais revenir sur autre chose, sur le marché. Je n'en ai pas parlé. Les femmes, elles sont quand même assez fortes. Qui sont assez malines, donc elles travaillent au jardin polyvalent, et puis pour gagner de l'argent, vous savez ce qu'elles font? Elles vont au marché le mardi, elles vont voir un grossiste, elles lui prennent plein de produits, elles ne payent pas, elles prennent le produit, elles s'installent devant le grossiste, qui vend aussi lui, et elles les vendent à leur cousine, à leur belle-sœur, à leur frère, à la fin de la journée, elles ont presque tout vendu, et elles s'arrangent avec le grossiste. Avec l'argent qu'elles ont gagné, elles vont acheter du thé, etc., des produits, de l'huile et des produits, évidemment, cosmétiques. Voilà. Mais elles arrivent sans un sou et repartent avec de l'argent. C'est quand même pas mal, localement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Je crois que sur la migration, il y a un effet push et un effet pull. Les villes sont attirantes. Vous parliez tout à l'heure des fonctionnaires qui pouvaient dépenser leur salaire. Enfin, je veux dire, les gens voient, ils comparent. Ils ont maintenant des radios, maintenant des téléphones. Donc, ils voient aussi que à la campagne. Moi, j'ai vécu 1 an dans un petit village du Sénégal. On mangeait de la viande 1 fois par semaine, des bonnes semaines. Et donc, les gens voient en ville, il y a du riz, il y a de la diversité. Il y a des attractions. Donc, il y a vraiment un effet d'attraction qui fait que
Notamment, effectivement, les gens les plus aisés vont aller en ville, ils vont d'abord avoir un pied-à-terre, puis s'installer, puis leurs enfants vont y rester. Et puis après, il y a l'effet push, c'est-à-dire qu'en cas de crise, au contraire, c'est les plus pauvres qui vont partir. Parce qu'ils ont vendu... on ne vend pas trop les terres parce que ça ne se fait pas beaucoup, mais ils ont vendu leurs animaux, ils n'ont plus rien, donc ils vont partir. Et après, il y a des situations très différentes. Moi, j'étais chez les Soninké qui ont une tradition très ancienne de migration. Un peu comme si vous lisez Georges Duby, La France au Moyen-Âge, hein, vous remplacez hiver par saison sèche, et c'est pareil, quoi. Les gens avaient l'habitude d'avoir 9 mois où on ne peut rien faire quasiment. Donc, très tôt, depuis en tout cas le début du XXe siècle, ils migraient, y compris ils étaient marins, etc. Hein. Donc, il y a une vraie tradition dans des petits villages à l'intérieur du pays de gens qui ont de la famille un peu partout dans le monde. Donc, c'est très variable, en fait, et c'est très différent d'une ethnie à l'autre. Mais la tendance est clairement plus de villes, et puis on ne meurt pas de faim en ville. Enfin, on peut avoir faim, mais les famines, c'est dans les campagnes. Hein. Donc, je veux dire, en cas de crise, il faut être en ville. On est moins mal lotis. On n'est pas bien lotis, mais on est moins mal lotis. Pour ce qui est de l'islam, moi, j'ai tendance à dire, en fait, on passe de civilisation très rurale, traditionnelle, alors avec une tradition islamique matinée d'animisme, hein, dans bien des cas quand même. C'était de l'islam local, en tout cas là où j'étais, mais qui sont déstabilisés par l'ouverture. Hein, c'était des organisations très patriarcales, avec une gestion de la famille extrêmement rigoureuse qui permettait de mobiliser du travail pas cher. L'agriculture, c'est d'abord du travail pas cher. Et l'arrivée en ville a un peu déstabilisé tout le monde. À Bagdad, mes amis disaient que les villes, il y avait une ruralisation de la ville parce que, au lieu d'être dans un entre-soi de quelques centaines de milliers de personnes, maintenant il y a 7 millions de personnes qui sont pour la plupart des ruraux de première génération. Donc les urbains ne reconnaissent pas leur islam urbain, contemporain, ouvert, enfin l'islam qu'on a pu connaître dans les grandes villes arabes. Hein. Et les ruraux ont perdu aussi leurs racines. Donc on a vraiment une acculturation, enfin un islam qui se transforme, je pense, profondément. Et l'environnement là-dedans n'a pas une grande place. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'islam rural une tradition de gestion respectueuse et très parcimonieuse de ressources fragiles qui s'est perdue. Puis il n'y a rien pour la remplacer aujourd'hui. Il n'y a pas encore une approche de l'écologie qui est quand même... qui vient souvent, qui est post-consumériste. C'est-à-dire il faut d'abord consommer, puis se rendre compte que le compte n'y est pas et qu'il y a besoin de faire plus. C'est très difficile de passer de la pauvreté à l'écologie, à part dans la théorie, quoi. Donc, je pense qu'on est dans un islam qui est en pleine transformation, qu'on ne sait pas trop vers où ça va aller. Mais c'est clairement plus l'islam ni des villes de l'âge d'or, je ne sais pas s'il y en a eu un, mais enfin, des grandes capitales islamiques, ni celui des campagnes où on a des expériences de communautés soufis ou de choses comme ça, qui avaient une gestion extrêmement harmonieuse, intégrée de la nature, mais qui ne fonctionne plus dans un système monétarisé, ouvert, à tout vent. Donc voilà, on est en transition, je pense. Je ne suis pas un spécialiste, mais de mon expérience, on est en transition et dans un chamboulement très profond de ces valeurs, en fait. Le mois dernier, on avait la première conférence portée précisément sur ce que vous appelez l'âge d'or, en tout cas l'époque médiévale, et sur de l'animal, et en particulier avec l'évocation de deux grands intellectuels, écrivains polymathes musulmans, qui ont beaucoup posé cette question. Et puis donc dans 2 mois, pardon Sophie, je parle sous ton contrôle, on verra la question vraiment de l'écologie, vraiment du point de vue de la pensée contemporaine de l'écologie en islam. Donc là, on fait un biais de côté pour voir les adaptations pratiques. Il y a quand même une réflexion écologique, enfin, vraiment, qui est neuve et qui est à la fois assez dynamique et qui mérite qu'on lui consacre une séance qu'on fera donc dans 2 mois voilà, dans ce cycle. Est-ce qu'il y a encore une petite vague de questions pour nos 2 intervenants ce soir, pour les épuiser un petit peu avant la fin? Ça marche? Oui. Bonjour. Pour Monsieur Bauch, vous avez parlé des produits médicinaux. Est-ce que c'est exploité commercialement? Est-ce que c'est importé? Est-ce qu'ils font des produits à
un peu plus sophistiqué que de bouillir pour utiliser. Et est-ce qu'il y a des lois pour les protéger? Est-ce qu'il y a un intérêt des multinationales à utiliser, à exploiter ces arbres ou ces plantes Qu'est-ce qu'on est de cette question? C'est une richesse quand même pour des pays pauvres. Je disais bonsoir. Moi, j'avais une question concernant la barrière verte en Algérie. Cet été, j'ai vu passer quelques articles qui mentionnaient une relance du projet. Et je voulais savoir si vous aviez de plus amples informations et plus largement sur les projets pour lutter contre le réchauffement climatique au Maghreb. Alors, le projet le projet algérien a été très mis à mal parce qu'ils ont planté une seule espèce, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir, du pain, c'était un pain d'Alep, exact, merci. Et le pain d'Alep a un prédateur qui s'appelle la chenille processionnaire du pain qui a tout bouffé. En plus, c'est les militaires qui sont venus planter contre l'avis des populations locales. Donc les populations locales, la nuit, allaient déterrer les arbres plantés. Donc ça ne pouvait pas trop marcher. Alors je pense que maintenant, ils vont s'y remettre. On a eu quelques contacts avec eux, ils savent un petit peu ce qui se passe. Ils savent qu'il faut d'abord impliquer les populations et qu'il faut surtout assurer une diversité d'espèces. Parce que s'il n'y a qu'une seule espèce, c'est une catastrophe. Vous voyez, là, il y a 6 espèces. En Éthiopie, il y en a plus. Enfin, vous voyez, ça change d'un pays à l'autre. Mais il faut qu'il y ait au moins 6 espèces. Autrement, vous avez une seule espèce. Il peut y avoir un prédateur qui arrive et c'est la catastrophe. Je crois que l'Algérie l'a noté. On va voir. Non, il y en avait eu en Égypte. En Égypte, ils avaient essayé, ça n'a pas du tout marché. Le Maroc vient travailler un peu sur la Grande Muraille parce qu'ils ont des problèmes effectivement aussi de zones désertiques. Le nord du Brésil est intéressé. Enfin, il y a des tas de gens qui sont quand même intéressés par cet aspect. Et donc, il y a des réunions scientifiques qui se font avec eux. Mais chaque situation est un petit peu difficile. Et moi, je dis toujours, attention, n'oubliez jamais la dimension culturelle. Qu'est-ce que pensent les gens localement ? Vous ne pouvez pas décider de planter des arbres si les gens ne sont pas d'accord, s'ils ne les connaissent pas, etc. Il faut le faire avec eux. Il faut co-construire la chose. Dites ça, mais les technocrates, des fois... Alors, à la COP16, là, il va beaucoup être question, puisqu'on est en Arabie Saoudite, de la ceinture verte. Donc le prince héritier a décrété la plantation, je crois que c'est 1 million d'arbres. Faire des pistes de ski. Voilà. Mais donc, non, mais pour dire quand même que ces projets de murailles vertes, c'est quand même un laboratoire qui fait réfléchir énormément de pays, quoi. Alors oui, ça c'est important parce que le vert, en plus, non, au-delà de l'arbre, je veux dire, le fait qu'il y ait de la verdure, je pense que pour l'esprit humain, c'est quand même quelque chose, les psychologues l'ont montré, c'est quelque chose de relativement important. Mais moi, je vois bien avec les Peuls, le changement qu'il y a pu y avoir en quelques temps, quand on leur a bien expliqué les choses, ils voient maintenant l'intérêt et l'usage. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut vraiment que ce soit une construction scientifique interdisciplinaire. Moi, je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait des scientifiques. Parce que toutes les erreurs qu'il y a eu, il n'y avait pas de scientifiques. C'était les forestiers tout seuls. J'ai rien contre les forestiers, mais les forestiers, un arbre, c'est un arbre, on plante un arbre, et puis ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut intégrer les populations. Les populations ont des besoins, des devoirs, etc. Pour les plantes médicinales, alors, il y a l'accord de Nagoya. Normalement, vous savez, vous ne pouvez plus prendre des plantes localement. Il y a 2 choses. Il y a la plante en elle-même et il y a les savoirs locaux. Ça, c'est très important. C'est l'aspect émis dont je vous ai parlé. Les gens connaissent énormément de choses. Évidemment, les industries pharmaceutiques auraient tendance à venir grappiller. Bon, nous évidemment, on ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de produits qui sont utilisés par l'industrie pharmaceutique. Hein. Mais le nombre de plantes est énorme. Je parle dans le Sahel, qui est une région sèche. Je ne parle même pas des zones tropicales, humides. Dans le Sahel, il y a énormément de plantes médicinales, plein, voilà, dont l'acacia. Peut-être sur ce côté, c'est quand même un des progrès qu'il y a eu à la COP biodiversité à Cali, c'est l'ouverture d'une possibilité, alors pour l'instant volontaire,
de verser 1%, je crois, ou 0,1% des bénéfices liés au séquençage génétique des plantes dans un fonds qui permettra d'entretenir la biodiversité. Alors, c'est peu, mais chaque fois qu'on met un pied dans la porte et qu'on ouvre une possibilité, la pression va augmenter sur les sociétés internationales de montrer qu'elles sont des bons praticiens. Donc, c'était une grosse avancée il y a eu beaucoup de résistance. Et surtout, les populations locales prennent conscience de ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous, on travaille aussi sur la séquestration du carbone. Parce que la séquestration du carbone, il y a des enjeux financiers un peu bullshit, mais enfin. Et nous, on a un problème avec les arbres du Sahel, c'est qu'ils séquestrent très peu. Comment est-ce qu'on connaît la séquestration du carbone? Vous avez le delta de croissance de l'arbre, c'est-à-dire de combien il grandit en un an. Eh bien, vous divisez cette somme d'accroissement de la biomasse par 2, vous avez le carbone. En gros, c'est simple. Mais ça séquestre quand même relativement peu, à côté des forêts du nord de l'Europe, du Canada, ou même des forêts tropicales humides. Donc, on a été obligé, on a fait des forages dans l'arbre pour avoir la séquence. On est obligé de couper des arbres pour tester. Eh ben, on a coupé des arbres. Les bergers peuls, ils ont rappliqué, ils nous ont engueulés en disant « Vous n'avez pas le droit de couper nos arbres ». On dit « Bah bien, bien ». Parce qu'avant, ils disaient rien, tout le monde coupait pour faire du charbon de bois. Maintenant, il y a une prise de conscience quand même sur la valeur réelle des choses. Et ça, c'est quand même très positif. Bon, je vous remercie. Comme le temps est largement passé et qu'on a retenu nos partenaires de la BULAC plus longtemps que prévu, je propose de clore. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci.